Bonjour à tous, merci d'être là donc pour ce première conférence de la matinée qui ouvre l'après-midi, donc sur le poste de Chief of Staff, donc plus que le bras droit d'un CEO ou des CEO. Il y a une étude récente qui est sortie, faite par l'Institut Choiseul et puis Roland Berger, donc Anne pourra nous en parler tout à l'heure, justement sur le thème des Chief of Staff, sur le fait que c'est un peu la nouvelle clé de voûte de pas mal d'entreprises. Dans le préambule de cette étude, je cite, ils disent « De plus en plus de dirigeants font le choix d'être accompagnés par un Chief of Staff, preuve du développement rapide et du caractère stratégique de ce poste pour les entreprises françaises. » Donc c'est cet état de l'art, ce panorama qu'on va essayer de parcourir pendant quelques minutes jusqu'à 14h45 ensemble. C'est pour ça qu'on va creuser donc avec nos invités de marque. Anne, Luc, bonjour. Merci d'être là avec nous déjà. Peut-être avant de commencer, pour qu'ils puissent, une petite demande qu'ils m'ont faite pour adapter le discours, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, des dirigeants d'entreprise? Voilà, ok. Est-ce qu'il y a des Chief of Staff? Ah ouais, pas mal, donc il ne faut pas qu'on raconte trop de conneries. Okay. Est-ce qu'il y a des profils de plus RH, marketing, ou des gens qui se disent j'aimerais bien, je savais, c'est pour ça que j'ai demandé pour des gens qui voudraient finalement être Chief of Staff, qui se posent des questions là-dessus. Ah, ok, Raphaël, très bien, c'est pour ça que tu es au premier rang, je comprends mieux. Ok. Alors, on commence classiquement par les présentations. Peut-être le parcours, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au day-to-day et dans quelle entreprise vous travaillez. Et je propose qu'on commence par Anne. Merci beaucoup, Florian. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'accueillir sur ce sujet canon dont moi je m'occupe chez Roland Berger depuis 1 an et demi. Je m'occupe de ce sujet. J'ai proposé au cabinet il y a donc 18 mois, il y a 2 ans maintenant, de se mettre tout simplement sur le créneau des Chief of Staff parce que je l'ai été moi-même. Et en fait, il y a 2 ans à peu près, je me suis rendu compte en regardant autour de moi mes amis, mes connaissances, qu'il y avait de plus en plus de Chief of Staff qui émergeaient au sein des entreprises. Et je me suis quand même dit que c'était assez rare finalement de voir une tendance aussi lourde s'implanter dans les entreprises françaises. En 5 ans, on a fait x10 en nombre de Chief of Staff. Aujourd'hui, on a près de 2000 Chief of Staff en poste. C'est assez énorme dans toutes les typologies d'entreprises. On avait plutôt le sentiment que les Chief of Staff étaient réservés aux startups. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Pour vous donner un chiffre, on a aujourd'hui 2/3 des dirigeants du CAC 40 et du SBF 120 qui sont accompagnés d'un Chief of Staff. Donc pour reprendre, moi j'ai commencé mon parcours en politique sur un rôle équivalent à celui de Chief of Staff, donc il y a à peu près 10 ans. Après, j'ai travaillé dans une boîte de conseil en com, une boîte américaine qui s'appelle Edelman, et j'avais monté là-bas, après la politique, une practice d'accompagnement de dirigeants. En fait, c'était une practice finalement de Chief of Staff externalisée, donc c'est quelque chose qui m'a suivi. Et puis, je suis partie ensuite, il y a 4 ans, chez Roland Berger, donc il y a un cabinet de conseil en stratégie. C'est le premier cabinet de conseil en strat d'origine européenne. Et j'étais tout d'abord Chief of Staff de l'ancien patron Olivier de Panafieux. Et puis j'avais en parallèle, on pourra en parler plus tard, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement pour des Chief of Staff, de cumuler différentes fonctions, ou en tout cas de commencer comme Chief of Staff et puis après de prendre des missions ad hoc et puis après d'avoir une transition vers le poste qui a été occupé donc dans le même temps. Et j'ai aujourd'hui la direction des affaires extérieures et de l'engagement du cabinet, et à ce titre je passe à peu près 50% de mon temps sur l'animation de la communauté donc des Chief of Staff. Donc je disais à peu près 2000 Chief of Staff en poste aujourd'hui, à peu près autant ex-Chief of Staff. Donc nous, on a une communauté de 3 à 4 000 personnes qu'on anime. Donc on crée du contenu. On a fait une étude, effectivement, on en sort une deuxième là, dans les toutes prochaines semaines. La première étude, on en reparlera, c'était donc sur les Chief of Staff. Qui sont-ils, d'où viennent-ils, pourquoi ils sont là, ce qu'ils font, etc. Et la deuxième, on est allé s'intéresser justement aux ex-Chief of Staff, savoir ce qu'ils sont devenus, comment ils ont cranté leur job d'après, comment ils ont préparé leur transition. Et on fait ça effectivement en partenariat avec l'Institut Choiseul, qui est l'un des think tanks, pour ne pas dire le think tank leader sur les jeunes haut profil français amenés à devenir des leaders économiques en France demain. Ok. Et donc Luc, le régional de l'étape?
Merci Florian, c'est un plaisir de vous partager aujourd'hui mon témoignage. C'est un plaisir d'intervenir aux côtés d'Anne, qui est une célébrité dans le petit monde des Chief of Staff, un monde bouillonnant. Donc je suis Chief of Staff chez iAdvise. iAdvise, c'est une société qui permet aussi d'e-commerce comme Cdiscount, Decathlon ou Samsung d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'améliorer leur expérience client. Comment, au travers d'une solution conversationnelle qui permet aux visiteurs des sites de chatter, soit avec un bot, soit avec un agent, dans les deux cas, dopé et amplifié à l'IA générative. iAdvise, c'est une société qui est fière d'être nantaise, avec des bureaux à Boston, Düsseldorf et Paris également. J'ai rejoint iAdvise il y a 9 ans. J'aurai l'occasion de revenir sur la jeunesse de ce parcours, avec 3 vies pour moi chez iAdvise. Une première aux côtés de Julien sur un poste de bras droit. Là aussi, j'aurai l'occasion de revenir sur les missions qui m'étaient confiées. Ensuite, 3 années au plus proche de nos clients et au plus près de nos équipes sur un poste de management des équipes CSM, qui sont les chefs de projet qui accompagnent nos clients. Et puis, retour aux côtés de Julien avec un périmètre amplifié par rapport à la première expérience. Un vrai rôle de Chief of Staff au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, je vais commencer par une question assez simple. Je ne me suis pas trop foulé. Si vous deviez définir un Chief of Staff en une phrase. Je risque de te décevoir parce qu'en réalité, la conclusion de notre première étude, c'est justement qu'il y a autant de fiches de poste de Chief of Staff qu'il y a de Chief of Staff en poste. Il y a autant de Chief of Staff qu'il y a de dirigeants, il y a autant de Chief of Staff qu'il y a d'entreprises. Mais si on doit résumer, pour moi, je dirais qu'un Chief of Staff, c'est quelqu'un qui doit tout savoir, tout entendre, ne rien répéter sauf à son patron. Ok, belle définition. Luc, c'est à toi. Oui, pour moi, le Chief of Staff, c'est la personne de confiance du CEO, quoi, qui l'aide à enrichir son pilotage de l'entreprise, à amplifier son périmètre d'action, et le tout pour viser le succès de l'entreprise. Ok, donc je pense que ça attise pas mal la curiosité des gens. Si on devait décrire un peu les missions au quotidien, au day-to-day de chez Chief of Staff, ça serait quoi? Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Ouais, moi je vais vous partager ma fiche de poste. Donc j'ai déjà des missions qui me sont attitrées, comme les relations investisseurs, nos investisseurs actuels, des investisseurs potentiels, notre stratégie impact, un thème qui m'est cher, des sujets M&A, quand on regarde des entreprises plus petites, c'est moi qui ouvre ces dossiers. Ensuite, il y a des missions sur lesquelles je vais travailler en binôme avec toute une série de C-level. Un exemple, je travaille main dans la main avec notre CFO sur la définition et le suivi du budget. Ensuite, il y a tout un tas de missions ponctuelles. C'est un peu le fourre-tout qui incarne bien la mission du Chief of Staff. Donc il y a un trou dans la raquette quelque part, il y a une urgence à gérer, il y a des équipes à aligner. Quelques exemples récents, un pricing à ajuster en urgence, un départ d'un C-level inattendu. Donc, comment est-ce qu'on réorganise l'entreprise? Donc, tout ça, c'est des missions sur lesquelles dont le Chief of Staff va se saisir. Et puis, enfin, et puis surtout, être Chief of Staff, c'est aussi beaucoup échanger avec son DG. Des succès, des difficultés, des défis, des priorités. La spécificité d'iAdvise, c'est que ces échanges, on les fait en trio avec Adenora qui gère nos opérations avec brio, et Julien, dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, qui est fondateur, qui est dans la salle, je crois. Directeur général d'iAdvise, et à qui je dois beaucoup. Et donc on fonctionne en trio. Alors je vais pas complexifier l'image du Chief of Staff, mais ce fonctionnement en trio, c'est un terreau extraordinaire pour faire émerger des solutions créatives quand on a des problèmes sans issue. Toi, Anne, du coup, une liste de missions. Pour compléter, nous, ce qu'on a trouvé dans le cadre des études qu'on a réalisées, c'est qu'on peut dresser 2 typologies de profils du Chief of Staff. Le premier, c'est celui qu'on trouve le plus. 2 tiers des Chief of Staff nous ont indiqué être des sparring partners de leurs dirigeants, donc avec un angle très stratégique, ce qui fait du sens quand on voit d'où viennent les Chief of Staff. On a un Chief of Staff sur 2 qui est issu du monde du conseil ou de la finance. Donc il y a vraiment ce background qui vient nourrir et servir la fiche de poste du Chief of Staff. Et puis sur les enjeux dont parlait Luc à l'instant. Et puis il y a une deuxième typologie de profil qui est plutôt autour du Chief of Staff communicant.
qui va être la plume, qui va être le communicant, qui va s'assurer du plan de rencontre du dirigeant, qui il voit, quand, comment, pourquoi, selon quel ordre de priorité. Voilà, qui va vraiment lui permettre de aussi, overall, doubler son temps de cerveau disponible pour lui faire finalement gagner du temps, que le dirigeant puisse déléguer à son chief of staff, qui va donc être son prolongement finalement. Et ce qu'on a vu qui est intéressant, c'est que ce rôle se développe notamment parce qu'on attend aujourd'hui beaucoup plus finalement des dirigeants. Je ne sais pas si les gens qui sont dans la salle pourront confirmer ça, mais on attend aujourd'hui d'un dirigeant qui ne soit pas seulement un gestionnaire, mais qui soit aussi un visionnaire, un leader, un très bon communicant, un porte-parole de l'entreprise. Il y a les enjeux d'impact effectivement qui prennent de plus en plus de place. Et donc tout ça grandit, la fiche de poste et les attentes qu'il y a envers le dirigeant grandissent. Et sa journée, par contre, elle ne fait que 24 heures, ça ne change pas, d'où aussi le rôle de Chief of Staff et le phénomène qui est amené à encore grandir à l'avenir. Luc, tu l'as évoqué brièvement et on avait parlé aussi qu'on a préparé, la notion de gestion un peu de la relation avec les investisseurs, donc les investisseurs actuels et puis les potentiels futurs investisseurs. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus cette tâche-là qui t'incombe ? Oui, avec grand plaisir, d'autant plus que c'est une mission particulièrement passionnante. Donc, comme beaucoup de Chief of Staff aujourd'hui, j'ai la chance d'animer notre board. Donc très concrètement, voilà, quand on a notre board trimestriel avec nos 5 investisseurs principaux et un indépendant, c'est moi qui vais définir l'agenda, valider la mise en œuvre des slides, animer la réunion. Et puis l'autre facette, c'est que comme beaucoup d'entreprises, il y a des investisseurs potentiels qui viennent nous voir, avec évidemment une recrudescence très forte depuis qu'on a déployé nos innovations sur l'IA générative. Donc moi, je m'assure de gérer le premier contact. Et ensuite, quand il y a un fit potentiel, on monte à 2 sur les dossiers avec Julien pour créer des relations de long terme. Chacun avec notre casquette. Julien, il y a une casquette de visionnaire qui est hyper appréciée. Et moi, j'apporte ma casquette analytique. Donc, on forme un super binôme qui permet de créer des relations de long terme avec des investisseurs potentiels. Alors, ce sont des échanges qui sont toujours passionnants, mais qui sont aussi très enrichissants pour moi en tant que Chief of Staff. Ça me permet d'avoir des retours externes, des interlocuteurs qui comparent beaucoup avec les autres entreprises, donc d'avoir aussi accès à beaucoup de benchmarks. Et derrière, ça me permet de venir avec des points de vue éclairants sur ce qu'on pourrait mettre en place aussi côté iAdvise. Donc je me sers de cette mission comme levier d'action pour mes autres missions plutôt orientées vers l'interne en tant que Chief of Staff. Ok, une autre question un peu plus générale, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour être un bon Chief of Staff ? Et c'est quoi les soft skills qui sont un peu clés ? Sur les soft skills, c'est intéressant parce que, comme je le disais, il y a autant de fiches de poste de Chief of Staff qu'il y a de Chief of Staff en poste. Donc, on n'a pas 2 Chief of Staff finalement qui se ressemblent. Et là-dessus, anecdote rigolote, j'ai eu l'occasion de discuter avec des patrons, avec des grands patrons qui, depuis une quinzaine d'années, ont des Chief of Staff. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas nécessairement comme ça. Il y avait beaucoup de rôles de conseillers spéciaux, ou même des Sherpas, des chargés de mission auprès de la direction. Mais bon an, mal an, ça restait des Chief of Staff quand même. Et un même dirigeant qui a eu une petite dizaine même de Chief of Staff, lui-même me dit « mais j'ai pas eu 2 Chief of Staff qui ont fait la même chose ». En revanche, si on veut dresser un peu le profil type du Chief of Staff pour que ça se passe bien, la réussite du poste, elle tient, je dirais, finalement à l'agilité intellectuelle. C'est vraiment ça. Parce qu'un Chief of Staff, Luc le disait, et je pense qu'on l'a ressenti au travers des missions et de sa fiche de poste qu'il nous a décrite, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses, qui est en charge d'énormément de choses, pas forcément en étant responsable, même si toi, j'ai l'impression que tu es sur un rôle de Chief of Staff déjà très senior, déjà très avancé, mais la plupart des Chief of Staff, finalement, je dirais que 80-90% des Chief of Staff sont en charge de tout, mais généralement responsables de rien. Donc il y a cette posture-là, et qui demande beaucoup d'agilité intellectuelle. C'est à peu près 2/3 des Chief of Staff qui nous ont dit, dans le cadre de notre dernière étude, que c'était la compétence vraiment principale à avoir, et notamment en termes de soft skills, pour pouvoir justement passer d'un sujet à l'autre, pour pouvoir apprendre très vite, pour pouvoir monter sur un sujet qui peut être éminemment technique en quelques secondes. Voilà. Luc ? Et alors pour moi, la clé, c'est d'être un challenger, d'avoir l'ouverture d'esprit, d'avoir la liberté pour voir les choses différemment, et la liberté et la franchise pour pouvoir les exprimer. Et ça, c'est infiniment précieux pour un CEO, quoi. Ensuite, il faut avoir des capacités pour créer une relation de confiance avec le CEO, quoi.
Et donc ça passe par de la loyauté, de la discrétion, parce qu'on travaille sur des sujets qui sont intimes, très confidentiels. De l'empathie aussi. Je pense que de savoir prendre le temps d'écouter, de comprendre son DG, c'est aussi l'aider. Et le Chief of Staff a ce rôle un peu unique d'être la personne sur laquelle le CEO peut parfois se reposer. Ensuite, je pense que c'est fondamental, et ça rejoint ce que tu disais sur le fait que chaque dirigeant a son Chief of Staff, de trouver un Chief of Staff qui a des qualités qui sont complémentaires. Par exemple, Julien, il apprécie beaucoup mes capacités analytiques, et moi j'adore me prendre un fichier Excel ou un fichier Tableau et le triturer dans tous les sens pour en ressortir des recommandations. Donc ça crée de la complémentarité entre nous et donc des points de vue qui s'enrichissent. Et puis le dernier point, c'est des qualités relationnelles, puisque on n'est pas Chief of Staff uniquement dans une relation avec son DG, on est Chief of Staff tourné vers l'entreprise et notamment tourné vers les différents C-level. Et donc là, il y a vraiment un beau numéro d'équilibriste pour se transformer en facilitateur auprès des différents C-level, plutôt que d'être le redoutable et redouté œil de Moscou. Intéressant. Anne, si je peux me permettre, tu sais, de rebondir, je suis très alignée avec ce que tu dis, notamment sur le rôle de la confiance. C'est vrai que nous, quand on a fait nos études, on a pas mal de Chief of Staff qui nous ont parlé en fait, de ce rôle comme finalement d'une rencontre. Il y a même le terme couple professionnel qui a été mis en avant. C'est vraiment une rencontre. Un Chief of Staff devient Chief of Staff. Si je prends mon exemple, j'ai atterri chez Roland Berger avant tout pour le patron qui était en place et que j'allais pouvoir aider et avec lequel j'allais pouvoir travailler au quotidien. Il n'y a pas de Chief of Staff, il n'y a pas de binôme Chief of Staff dirigeant s'il n'y a pas de confiance. C'est le socle de tout. Et comme on dit, la confiance se gagne par goutte et se perd par litre. C'est hyper important de pouvoir avoir vraiment cette relation qui perdure et donc de trouver les bons codes qui font que ça marche dans la durée. Anne, tu as évoqué tout à l'heure donc l'étude de Roland Berger et de l'Institut Choiseul que vous avez faite, la prochaine. Qu'est-ce qui finalement vous a motivé à essayer de fédérer cette communauté de plusieurs milliers de chiefs of staff? Et puis s'il y avait un peu les apprentissages, les learnings un peu principaux de cette étude, c'est quoi? Oui, c'est intéressant de revenir à la genèse du projet. C'est ce que je disais un tout petit peu avant. Ça part vraiment d'une observation. En fait, chez Roland Berger, on a la chance d'avoir cet ADN européen. C'est pour ça que je disais ça aussi. Cet ADN européen qui fait qu'on a une liberté d'action, une liberté de pensée, une liberté de ton qui est assez unique sur le secteur et dans le marché, sur le marché des cabinets de conseil. Donc ça, c'est super. Et en fait, je dirais que c'est une boîte dans laquelle je me loigne un tout petit peu, mais c'est une boîte dans laquelle tout est possible, dans la mesure où il y a vraiment cette dimension intrapreneuriale. On a beaucoup, nous, de gens chez nous qui étaient des consultants, des managers, des principals à l'époque, qui sont partis ouvrir des bureaux à l'étranger, from scratch. Voilà, donc il y a cette dimension de, chez Berger, on veut, on peut. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'observation en fait, qui a été réalisée. Se dire, ok, c'est une fonction qui est en train de monter. Comme je le disais, c'est un phénomène, je crois, qui est assez rare finalement de voir des tendances aussi lourdes s'implanter au sein des entreprises françaises avec la création de jobs. C'est une tendance qui nous vient des États-Unis. Donc en France, c'est beaucoup plus récent. Et donc on a cette vocation aussi, en tant que cabinet de conseil, à aller comprendre, à aller s'intéresser, à voir ce qui se passe, et puis à pouvoir fédérer. Donc c'est parti je dirais, de ces trois éléments-là. C'est une initiative qui est vraiment super et qui nous permet de rencontrer des personnalités incroyables qui en plus sont pour la plupart, comme je le disais, issues du conseil. C'est une initiative qu'on est en train de répliquer au niveau du groupe. On a lancé ça en Belgique en fin d'année dernière. On est en train de le lancer au UK là ce printemps et on devrait le lancer dans d'autres pays européens d'ici à la fin de l'année. Donc c'est chouette. Et le faire avec l'Institut Choiseul, c'est super. Ça ajoute une appétence parce que c'est vrai qu'on est sur des profils de Chief of Staff qui, pour la très grande majorité, pour ne pas dire l'intégralité, sont extrêmement occupés. Je ne sais pas quelle est ta charge de travail, voilà. Mais on a quand même, en tant que Chief of Staff, c'est vrai, des charges de travail qui sont très conséquentes. Et trouver le temps, c'est aussi répondre à un besoin qu'on a senti chez les Chief of Staff en poste,
comme le métier est nouveau, c'est mon Dieu, en fait, je ne suis pas en lien avec d'autres chief of staff, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, j'ai des problématiques comme chief of staff. Typiquement, je ne sais pas si toi, ça a été ton cas, mais tu parlais du positionnement vis-à-vis du COMEX. Moi, j'ai beaucoup de chief of staff. J'ai dû en voir 500 en fait en 18 mois là, pour effectivement lancer la communauté, faire les études, etc. Et sur les 500, j'en ai bien une moitié qui m'a dit, et généralement sur les profils plus jeunes, que le principal challenge qu'ils rencontraient, c'était le positionnement en interne. Justement, comment on se fait accepter en tant que chief of staff quand on est bras droit du patron, alors qu'on n'a même pas 30 ans, qu'on a quelques années d'expérience à peine et qu'on est face à des profils COMEX, C-Level, qui, eux, ont 20, 30 ans d'expérience et qui nous voient arriver potentiellement sans savoir pourquoi on est là, ce qu'on fait, etc. Donc, il y a aussi cette vocation à aider ces professionnels, ces jeunes professionnels, en leur permettant de se rencontrer, d'où l'enjeu de fédérer la communauté, et en se disant que nous, de toute manière, pour nous, c'est super, parce que demain, ce sont des postes qui ont vocation à occuper des rôles à responsabilité au sein des entreprises, et finalement, ces gens-là sont nos clients de demain. Du coup, ça me donne une bonne transition. Luc, justement, par rapport à ce lien avec le fondateur ou les fondateurs et le lien avec les C-Level, finalement, comment on fait pour ne pas être co-founder à la place des co-founders et comment on acquiert cette légitimité par rapport au C-Level sans qu'ils puissent penser que tu marches un peu sur leur plate-bande? En tant que chief of staff, c'est vrai qu'on a la chance parfois d'être impliqué sur des sujets type co-founder, donc de la stratégie à très long terme, des enjeux capitalistiques, et le CEO va pouvoir se confier, on va pouvoir avoir des échanges extrêmement sincère. Bon, déjà, c'est passionnant et c'est une vraie chance de pouvoir être au cœur de ces échanges. C'est certain que j'aurais préféré avoir ces échanges avec le volume d'action d'un co-founder, mais il fallait être là au début. Donc voilà. Après, ça soulève une question sous-jacente, quoi, qui est la rémunération d'un chief of staff. Si on veut en faire un rouage essentiel, c'est logique d'y associer le package qui va avec, et il y a plein de mécanismes comme les BSPCE qui permettent au Chief of Staff de se projeter aussi sur ces enjeux capitalistiques. Sur la relation avec les C-Level, je l'évoquais tout à l'heure, elle est absolument fondamentale, déjà parce que sans ces C-Level, on ne va rien pouvoir actionner, et de façon plus positive, le Chief of Staff va pouvoir dénouer des liens, des nœuds qui peuvent se créer de par une relation avec les C-Level qui est différente que celle que le CEO peut avoir avec eux. Donc le Chief of Staff peut vraiment jouer un rôle bénéfique pour tout le monde et se positionner avec une approche de facilitateur. Donc l'enjeu, c'est pas de se dire comment est-ce qu'on va imposer au C-Level ce que moi, en tant que Chief of Staff, j'estime être bon pour l'entreprise. C'est de se mettre à la place des gens, de passer du temps informel avec eux et de venir les aider à résoudre leurs équations. J'évoquais brièvement là, le sujet de la définition du pilotage du budget tout à l'heure. C'est un sujet qui est porté par notre CFO, Caroline, en animation avec tous les autres C-level de la boîte. Et donc moi, je passe beaucoup de temps à échanger en one-one ou avec tout le monde pour aligner les différentes perceptions et arriver en bout de chaîne avec un budget qui a fédéré tout le monde et un plan qui est ambitieux et réaliste. Faisons un peu d'histoire maintenant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a poussé Julien, donc le CEO d'e-Advize, tu nous as dit tout à l'heure qu'il était un peu visionnaire, mais finalement de te proposer un poste de Chief of Staff qui n'avait pas le nom de Chief of Staff, mais qui en avait tout l'air en tout cas. Ouais, alors Julien est dans la salle, donc il pourrait peut-être mieux répondre que moi. Alors, c'est deux choses. C'est une rencontre humaine et Roland Garros oblige, un trou dans la raquette. Donc, rencontre humaine, moi je sortais d'école de commerce à Paris. Je voulais revenir en Bretagne. Donc, j'ai regardé les jobs disponibles à Nantes. Croisé avec le digital, je suis tombé sur iAdvize. Je me suis dit, cette boîte a l'air canon. J'ai regardé les postes, il n'y en avait aucun qui me plaisait, j'ai envoyé une candidature spontanée et à iAdvize, il y a eu la curiosité de me recevoir et la rencontre s'est vraiment faite. C'est comme ça que je l'ai perçu de mon côté et c'est comme ça qu'ils l'ont perçu puisqu'ils m'ont proposé un poste. Moi, j'ai été tout de suite très attiré par le leadership et la vision long terme de Julien et par la culture d'entreprise qui était déjà assez exceptionnelle. Julien, lui, de son côté, il avait un souci autour de la monétisation de nos innovations. On venait de lancer plusieurs produits vraiment très sympas.
Et il y avait un manque d'alignement entre les équipes pour réussir à en tirer tous les bénéfices. Et donc quand on s'est rencontrés, il s'est dit ok, je vais prendre Luc, ça va être la solution à mon problème. Je vais le mettre à mes côtés et je vais lui demander de gérer ses déploiements d'innovation. Donc je me suis retrouvé avec un poste transverse, un bras droit, sur une thématique précise. Et petit à petit, ça a évolué vers d'autres sujets de plus en plus structurantes, refonte de notre modèle économique, coordination de notre série C de 32 millions d'euros. Donc avec des missions déjà passionnantes, et je suis vraiment très reconnaissant qu'IUdvise et que Julien m'ait pu confier toutes ces missions. Une table ronde, c'est toujours un peu morne quand on n'évoque que ce qui va bien, donc je me permets d'évoquer un peu les difficultés que j'ai pu rencontrer à ce moment-là. Pour moi, mon principal enjeu, c'est celui qu'a évoqué Anne, c'était un peu celui de l'isolement. J'arrive donc avec très peu d'expérience, un profil très junior, et je me retrouve à prendre des projets les uns après les autres, mais sans forcément qu'il y ait le lien entre les deux. Et j'en retire 2 enseignements que je me permets de vous partager. L'un pour les dirigeants d'entreprise qui s'apprêteraient à recruter des chief of staff. Je pense que le Graal, c'est vraiment les mettre au cœur de la gouvernance, de COMEX, board. Et en fait, ça donne au chief of staff un levier d'action qui est très puissant. Et le deuxième pour les chief of staff actuels ou en puissance, c'est de ne pas voir la mission comme une succession de projets où on se concentre un peu sur les tâches. L'ADN du chief of staff, c'est justement de s'affranchir des quelques périmètres qui lui sont confiés initialement pour venir créer des relations avec les C-level et toutes les personnes de l'entreprise, identifier par soi-même des endroits où il y a besoin de pouvoir apporter du jus de cerveau et beaucoup d'énergie et venir dynamiser l'entreprise là où il y en a vraiment besoin. Une question aussi qu'on s'est posée quand on a échangé, c'était à partir de quand, dans le développement d'une start-up ou dans l'entreprise, le CEO doit dire c'est le bon moment de prendre un chief of staff. Anne? Je dirais que la clé pour que le binôme dirigeant-chief of staff fonctionne, c'est d'avoir quand même une vision très claire de là où on a envie d'aller. Voilà, j'ai quand même, moi, pu observer des dirigeants et des chief of staff des dirigeants qui avaient des chief of staff qui ne savaient pas vraiment pourquoi, et des chief of staff qui ne savaient pas vraiment de la même manière pourquoi ils étaient là ça ne marche pas. Donc je dirais plus qu'un stade d'entreprise, plutôt plus que le stade auquel se trouve l'entreprise, l'enjeu c'est vraiment d'être là avec des objectifs qui sont assez clairs. Un chief of staff n'a pas de KPI, le KPI du chief of staff c'est finalement la satisfaction de son boss et finalement la bonne santé, les bons milestones franchis par l'entreprise. Donc je dirais plutôt ça. Je te rejoins à 100%, Anne. Non, mais c'est vrai que la taille de l'entreprise n'est en tout cas pas un critère. Une entreprise de 20 personnes dont le DG passe 80% de son temps en relations externes peut avoir plus besoin d'un chief of staff qu'une entreprise de 60 personnes qui roule sans aucun problème. Pour moi, il y a plutôt des symptômes ou des questions que le DG se pose qui peuvent amener à choisir un chief of staff. J'en liste quelques-unes de par les échanges que je peux avoir avec d'autres chief of staff. Le premier, c'est on a plein de projets, mais on ne les exécute pas comme on voudrait le faire. Donc là, il y a besoin d'un rouleau compresseur qui vient mettre de l'huile dans les rouages, et un chief of staff est évidemment précieux. Une deuxième, ça peut être un constat plus alarmant. Bon là, la boîte ne tourne pas bien et je me sens à court de munitions. Donc là, le chief of staff, son apport, ça va être d'enrichir la vision du DG sur l'entreprise. Après, il y a aussi des chief of staff qui arrivent parce que le DG sent que sa santé mentale ou sa charge mentale devient préoccupante et qu'il ne sait plus comment ou qu'il ne voit plus comment déléguer. Et enfin, il peut avoir aussi un sentiment de solitude chez certains DG. Donc là, le chief of staff, c'est vraiment la personne de confiance à qui vous pouvez tout confier. Et si vous avez choisi quelqu'un de loyal et de discret, il vous le rendra bien. Une question pour tous les deux aussi, c'est finalement c'est quoi le plan de carrière après être chief of staff? Est-ce que c'est un réel tremplin? Il y a l'exemple de Frédéric Mazzella qui a pris un de ses chief of staff là, pour créer, c'est Georges, pour créer Captain Cause, donc comme cofondateur. Voilà, c'est quoi l'après? L'étude qu'on est en train de sortir donc, chez Roland Berger, c'est effectivement comment réussir l'après Chief of Staff. Et en fait, on a appelé cette étude
Chief of Staff la fabrique des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on a trouvé dans le cadre de cette étude, de sa réalisation, c'est que 2/3 des Chief of Staff nous indiquent, enfin des ex-Chief of Staff indiquent qu'exercer la fonction pendant 2 à 3 ans, c'est généralement la durée de vie moyenne d'un Chief of Staff, exercer ce rôle de Chief of Staff a développé l'appétence, la vocation finalement à occuper par la suite des postes de direction. Et c'est ce que disait Luc, en réalité, quand on se retrouve, qu'on a une trentaine d'années plongé dans des COMEX, dans des boards, à être au plus proche de la prise de décision, effectivement, ça peut créer ces vocations-là. Donc, le principal learning finalement de cette étude de notre côté, c'est qu'un Chief of Staff sur 2 crante un rôle de C-level à l'issue de son expérience, ce qui est énorme. Si on va dans le top 5 des postes qui sont occupés à l'issue du rôle de Chief of Staff, le premier, c'est directeur de la stratégie. Ensuite, c'est pareil sur de la direction, donc c'est finance, puis opération, puis communication, marketing. Et voilà. Donc, on a fait cette étude, nous, en réalité, parce que l'après, c'est vraiment l'obsession, ou en tout cas le questionnement premier du Chief of Staff en poste. C'est-à-dire que le rôle de Chief of Staff, finalement, c'est avant tout un tremplin de carrière. On a 9 Chief of Staff sur 10 aujourd'hui qui nous disent occuper ce rôle pour son caractère accélérateur de carrière. Et c'est pour ça qu'on est allé s'intéresser, nous, à des ex-Chief of Staff qui nous ont raconté comment ils avaient préparé cette transition, parce que la transition n'est pas évidente. On a dans le même temps, je donne beaucoup de chiffres, mais 2/3 des ex-Chief of Staff qui nous ont dit avoir vécu dans le cadre de leur transition un moment de leur carrière difficile, parce qu'on se retrouve à exercer un rôle de Chief of Staff, comme j'ai dit tout à l'heure, où on est un super généraliste, où finalement on est un peu en charge de tout, mais finalement responsable de rien. Donc on se retrouve du jour au lendemain propulsé à une direction stratégique potentiellement où on a des équipes à gérer. Un Chief of Staff, je ne sais pas si c'est ton cas, mais un Chief of Staff dans la plupart des cas ne manage pas, il n'a pas d'équipe. Pour peu que le Chief of Staff parte en direction opérationnelle, il a un PNL à gérer, un budget. S'il devient country manager, comme c'est le cas de certains, de la même manière, voilà, on a des problématiques très opérationnelles, très quotidiennes, très managériales qui interviennent et qui sont somme toute neuves. Et le Chief of Staff, en fait, comme le rôle est nouveau, comme je le disais, au sein des entreprises, il n'y a aujourd'hui pas de plan de carrière dessiné. C'est-à-dire que c'est un petit peu au gré de ses envies, des besoins qui ont besoin d'être remplis à un instant T au sein d'une entreprise. Par exemple, s'il y a eu un départ, voilà, par exemple, le directeur des opérations s'en va, le Chief of Staff va prendre son rôle parce que c'est le mieux positionné à cet instant-là pour occuper ce rôle-là. Donc il y a pas mal de défis et en fait, je dirais que c'est la problématique majeure du Chief of Staff, c'est de bien préparer son après. Comme c'est un tremplin de carrière, comment on rebondit et comment on y va ? Parce que parfois, les entreprises ne sont pas à même, et je pense notamment au service RH, puisque ce sont des nouvelles fonctions, ne sont pas à même de forcément bien aiguiller, bien accompagner, et c'est aussi pour ça nous qu'on intervient. Avant de prendre des questions dans la salle, peut-être Luc, c'est quoi ton après ? Ouais, donc tremplin de carrière. Moi, j'ai choisi un tremplin de carrière original qui vient dynamiter l'étude d'Anne. Donc, peut-être avant de dire ce que je vais faire, revenir un peu sur ce que le rôle de Chief of Staff m'apporte. Vous savez que d'évoluer aux côtés d'un DG qui est inspirant, d'évoluer aux côtés de contacts en externe ou en interne qui sont très stimulants. Ça donne en fait vraiment envie de vivre sa vie pleinement et de croquer la vie à pleines dents. Donc moi, finalement, d'être sur un rôle aussi épanoui, et j'ai jamais été aussi heureux depuis que je suis à iAdvise que maintenant, ça m'a donné envie d'activer un projet personnel que j'avais depuis 10 ans. Et donc je quitte iAdvise et je quitte les beaux quartiers nantais pour aller vivre dans une cité défavorisée avec ma femme et nos enfants, au contact des habitants de la cité, soutien scolaire, réinsertion sociale ou aide à la parentalité. Et voilà, donc j'aurai en la personne d'Adenora une Chief of Staff brillante qui va reprendre le flambeau aux côtés de Julien. Et ça restera pour moi une parenthèse qui aura été aussi un accélérateur de vie un peu particulier pour le meilleur. Merci pour ce partage.